Bon, aujourd'hui on va faire quelque chose de très délicat que je n'ai encore jamais fait, mais on va débunker une vidéo. On va débunker la vidéo du youtubeur Georges qui a décidé de réagir à un extrait du seul en scène de Manon Bril. Si vous ne la connaissez pas, Manon Bril c'est une créatrice de contenu, vulgarisatrice et docteur en histoire. De son côté, Georges est un vidéaste politique. Notre objectif va être d'identifier point par point les problèmes que porte la vidéo de Georges lorsqu'il nous parle d'histoire et d'archéologie. Et pour cela, on va directement commencer par parler de son premier argument. Le premier argument de Georges, il est un peu fallacieux, puisqu'il va utiliser une technique rhétorique assez connue, l'homme de paille. En fait, c'est une technique qui consiste à présenter une position déformée ou erronée de son adversaire pour mieux la réfuter. Écoutons ensemble. Quoi, Français de souche? C'est qui la souche des Français? C'est les Gaulois? Mais on en connaît toute une chier de Gaulois, ok? C'est quel Gaulois? J'ai une petite liste pour vous. Alors, c'est quel Gaulois la souche de tous les Français? C'est les Arvernes, les Helvètes, les Ceutrons, les Élusates, les Durocasses, les Gabales, les Nerviens, les Onobrisates, les Ségusiables, les Lactorates, les Vasates, les Osis, les Védiantes, les Médiomatrices, les Ubiens, les Némalomes, les Garoums, les Locs, les Némètes, les Médules, les Pictons, les Éburons, les Rétènes, les Ménapiens, les Parisis, les Néarchis, les Roracles, les Lémovices, les Pétrogoriens, les Vengions, les Ségovélones, les Ris, les Oratéliens, les Trévires, les Lépontiens, les Uspiètes, les Insubes, les Graillocelles, les Sassuminiens. C'est long, hein? Merci. On l'entend, elle insiste sur la pluralité de peuples que recouvraient autrefois les Gaules avant la conquête de César. Georges va pourtant affirmer que Manon Bril a dit que les Gaulois n'existaient pas. On dit première loi qu'elle établit dans l'histoire, les Gaulois n'existent pas. C'est un élément qui est très récurrent dans l'enseignement de l'histoire à l'extrême gauche. Les Gaulois n'existent pas. Manon Bril nous explique que quand on parle des Gaulois, de Gaulois plus généralement de Français de souche, ça n'a aucun sens. Comment elle argumente ça? Ça n'a aucun sens puisque les Gaulois étaient composites. Il y avait plusieurs types de Gaulois, donc le Gaulois n'existe pas. Et que le nom même de Gaulois vient de Jules César. En gros, il y avait plein de Gaulois différents, donc le concept de Gaulois n'a pas de sens. C'est un peu l'argument qu'elle utilise dans son sketch. Bon. Sauf que c'est tout le contraire. Elle insiste justement sur le fait qu'il existe tellement de peuples gaulois qu'il n'y a pas un Gaulois générique, auquel tous les Français qui se réclament de souche, entre guillemets, peuvent prétendre. D'ailleurs, au passage, lorsque Georges fait référence à César, Jules César, qu'on citait tout à l'heure, Jules César divise la Gaule en trois, les Belges, les Aquitains et les Celtes, mais quand il aborde la question des Gaulois, il parle de la Gaule au singulier, il ne parle pas des Gaules, il dit de la Gaule. Il dit que la guerre des Gaules se déroule en Gaule. il faut savoir que lorsque Jules César se lance à la conquête des Gaules, il écrit un petit ouvrage pour les Romains qui sont de gros essentialistes qui aiment singulariser un ennemi pour le rendre identifiable, en plus de simplifier le propos pour des lecteurs qui n'étaient pas forcément au courant des divisions internes de la Gaule. Ajoutons à ça qu'à ce moment-là, notre César il est un peu en mode propagande, en présentant la Gaule comme un bloc unique, il magnifie la grandeur de sa conquête. Vaincre la Gaule entière est toujours plus impressionnant que vaincre une série de tribus dispersées. Mais ce que j'entends moi par Français de souche, c'est des Français qui sont en France depuis des centaines, voire des milliers d'années, qui n'ont pas été métissés par les différentes vagues d'immigration qu'on a eues depuis 50 ans. Voilà, c'est ça, un Français de souche. C'est pas très dur à comprendre. Et excusez-moi de le rappeler, ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le grand remplacement que j'avais sorti il y a peut-être 3 ans. L'historien Gérard Noirel explique très bien qu'entre la fin de l'Empire romain et le début du 19e siècle, la population en France, elle est restée sur place. Alors, Et c'est là qu'à mon sens, on voit que l'argumentaire de Georges est une immense fraude. C'est une fraude car les sources qu'il utilise pour appuyer ses arguments sont d'immenses buts contre son camp. On l'aura compris, Georges souhaite nous convaincre qu'il existe des Français de souche, qui sont présents en France depuis très longtemps. Il utilise ainsi un argument d'autorité en citant l'historien Gérard Noiriel. Le problème, Noiriel est l'un des historiens les plus farouchement opposés à cette notion, qu'il critique, justement comme construction politique moderne. Il déconstruit les mythes identitaires, dénonce les usages nationalistes de l'histoire et rappelle constamment la diversité historique du territoire. La notion d'identité nationale a commencé à circuler et très vite, on a constaté que ce que j'appelle les partis de gouvernement, et notamment la droite républicaine, voyant qu'il y avait un potentiel électoral, évidemment, qui était séduit par ce type de discours, eh bien, ont évolué eux-mêmes et ont repris progressivement à leur compte cette expression avec l'argument que il ne fallait pas laisser au Front National le monopole du discours sur la nation. Donc il y a tout un débat, vous savez, là-dessus. Moi, ma conviction,
c'est que quand les partis démocratiques reprennent à leur compte des discours ou des slogans qui ont été élaborés par l'extrême droite, finalement, ils apportent une caution. Hein, et ils ne réussissent jamais à donner un autre sens à ces formulations-là. Et je crois que ce qui se passe en ce moment en apporte la confirmation. Et ça, on peut le reprocher à Georges sur l'ensemble de sa bibliographie, qui cite des auteurs comme des archéologues, comme Jean-Paul Demoule, qui littéralement écrit dans ses livres l'inverse de ce que Georges affirme. Effectivement, les Gaulois, comme on le disait tout à l'heure, ça devient vraiment nos ancêtres qu'à la Troisième République, parce que la Troisième République est née sur une défaite, donc elle peut accepter l'idée de défaite, alors que les Gaulois, si on est sérieux, ils appartiennent à ce qu'on appelle la civilisation celtique qui s'étend de l'Angleterre jusqu'à la République tchèque, en passant par le sud de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, donc c'est beaucoup plus que l'actuel territoire français. Encore aujourd'hui, quand on dit nos ancêtres les Gaulois, ça fait sourire, on pense à Astérix, aux gauloiseries, et c'est pas vraiment des ancêtres dont on est très fiers. Et d'ailleurs, les milieux conservateurs s'accrochent plutôt au baptême de Clovis qu'aux Gaulois. Même chose avec Marcel d'Étienne, historien des religions et spécialiste de la Grèce antique, qui a souvent contesté les usages nationalistes ou identitaires de l'histoire. En tant que mec nationaliste et patriote. Bon, parenthèse sur la bibliographie fermée, on va pouvoir parler du fond du propos. Factuellement, il est vrai de dire que les afflux migratoires sont beaucoup plus importants depuis le 19e siècle. Mais pour autant, l'immigration extérieure existait bel et bien au Moyen-Âge. Les gens circulent, on a les grandes foires de Champagne, les pèlerinages, et puis même les rois capétiens, qui n'ont jamais cessé d'attirer, d'accueillir ou de tolérer des étrangers quand cela servait leurs intérêts bien sûr. Les privilèges accordés aux marchands lombards, aux communautés juives, ou même l'installation programmée de colons pour défricher des terres neuves, montrent bien une ouverture sur l'extérieur. Pour aller un peu plus loin, il faut aussi reconnaître que l'archéologie a depuis quelques années donné bon nombre de nouvelles informations qui viennent contredire les propos de notre vidéaste. On constate ainsi une présence arabo-musulmane dans le Languedoc entre le 8e et 13e siècle, une forte présence de communautés juives dans les grandes villes, sans parler de l'immigration scandinave au 10e siècle. Donc, sans forcément parler d'immigration de masse, le fait d'affirmer qu'il n'y a pas eu d'apport étranger dans la France médiévale n'est pas vrai. Bon, et là bien sûr je parle du Moyen-Âge, mais même durant l'Antiquité, on constate des migrations. Bon, à ce stade de la vidéo, je préfère rappeler que ma visée se limite aux propos historiques, dont tous les arguments politiques cités dans la vidéo, qui n'appellent pas l'histoire, je passe dessus, c'est pas mon sujet. Ensuite, Manon Bril, elle nous dit que pendant longtemps, on ne sait pas exactement quand dater ça, mais pendant longtemps, les Français ne se pensaient pas français, mais ils se pensaient bretons, ils se pensaient auvergnats, ils se pensaient normands, mais absolument pas français, ou en tout cas nationalement français. En fait, pendant très longtemps, personne n'est français. On ne se pense pas français, ok? Le sentiment national, c'est extrêmement récent. C'est principalement au 19e siècle que ça se met en place. La mise en place de l'État, la monarchie, le pouvoir et tout, ça commence avant. Mais le sentiment national, c'est principalement au 19e siècle. Donc l'idée là, on comprend très bien, et c'est d'ailleurs quelque part un peu le même ressort que la première proposition, un tout petit peu différente, comme on le verra, mais le même ressort, à savoir jusqu'à la Troisième République, donc dans les années 1870, la France, c'était rien d'autre qu'un espèce de patchwork, de mélange, de rassemblement bancal de plein de provinces. Voilà, idée qu'elle nous sort. Eh ben désolé, mais ça, c'est faux. C'est juste, historiquement, c'est pas vrai, c'est inexact. Donc là, Georges parle avec beaucoup d'aplomb d'un sujet passionnant qu'on pourrait questionner de cette manière. Depuis quand les Français se sentent français? D'un côté, Manon Bril nous affirme que c'est assez récent, qu'on se pense français que depuis le 19e siècle. Tandis que Georges affirme que cette conscience est plus ancienne et remonterait à la dynastie capétienne. Donc dès le 10e, 11e siècle. Si on prend la dynastie capétienne, c'est quoi la fonction principale de la dynastie capétienne? Eh ben c'est justement d'assurer la continuité territoriale, la centralisation et l'administration d'un pays autour de la ville de Paris. Et beaucoup de révoltes, notamment à l'époque médiévale, sont justement dues à la trop grande centralisation des décisions à Paris. Preuve qu'il y a une conscience d'un collectif, même en campagne, puisqu'on se révolte au nom d'un groupe, au nom de notre administration. Historiquement, ça ne tient pas, car au Moyen-Âge, on ne pensait pas en termes de pays, mais plutôt en lien d'honneur avec le seigneur et le roi. Pour autant, il y a une conscience du droit, à juste titre, ce qui explique les jacqueries,
les concepts de frontières, mais de là à dire qu'ils se sentent français, non. Ajoutons à cela le rôle de l'Église, qui joue un rôle unificateur. Être chrétien, c'était faire partie d'une immense communauté, le Royaume de France étant donc un des éléments plus vastes d'un monde chrétien latin. Mais le Moyen-Âge, c'est assez vaste, puisque c'est une période qui s'étend sur plus ou moins 1000 ans. Alors c'est vrai qu'il y a des subtilités. Tout d'abord, durant la guerre de 100 ans, on commence à voir une clarification du nous français face à l'ennemi anglais. Quelque part, c'est le début d'une conscience nationale. Mais c'est qu'un début, c'est un élan communautaire. Élan communautaire qui est assez vite ramené à la réalité avec les divisions internes, qu'elles soient féodales, régionales, dynastiques. La rivalité entre les partisans du parti bourguignon et ceux du parti armagnac montre bien que les intérêts locaux ou familiaux restaient primordiaux. Donc au lieu d'appliquer nos concepts modernes de nation sur le Moyen-Âge, mieux vaut le regarder avec des notions comme l'identité religieuse ou l'identité d'appartenance à un royaume. Parce que le royaume de France appartient aux Français. Non, le royaume de France appartient au roi, qui est maître d'un ensemble territorial sacralisé, transmis par la dynastie, et ça, jusqu'à Louis XVI. Encore une fois, le concept de royaume qui appartient à son peuple, c'est un regard très moderne. Et j'en veux pour preuve Napoléon III qui, par exemple, se revendique empereur non pas de France, mais des Français. Et l'ancêtre du français, si on parle un peu de linguistique, à savoir la langue d'oï. Et puis... Si la langue d'oï est l'ancêtre du français, comme langue de l'administration et de l'État, ce que je ne nie pas, comment considères-tu les Francs qui parlaient la langue d'oc? Est-ce qu'ils étaient pas français du coup? Voilà, c'est une question. Bon, ensuite, Georges fait un saut dans le temps pour parler de la Révolution française. C'est pourtant pas une période que j'aime beaucoup, vous le savez, mais si on parle de la période de la Révolution française, les députés de la nation, ils parlent au nom de quoi? Ils parlent au nom de la nation française. Et ils créent quoi comme concept juridique? Ils parlent de souveraineté nationale. Souveraineté nationale, ça fait quand même référence à un commun, à un collectif. Et oui, la conscience française moderne dont Georges parle vient plus ou moins de la Révolution française, pas avant, donc fin 18e, et ça finira tout au long du 19e siècle. Georges affirme que la Troisième République n'a fait que réactiver un sentiment ancien. Mais Jules Ferry a effectivement contribué à diffuser une histoire nationale standardisée, mais ils n'ont fait qu'institutionnaliser un sentiment qui existait déjà. Ils n'ont pas inventé Jeanne d'Arc, ils n'ont pas inventé Clovis, ils n'ont pas inventé Vercingétorix. Alors, ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. Elle l'a transformée, industrialisée, standardisée. Cette république naît dans un chaos, la défaite de 1870, et grandit dans un autre, la commune de... Elle doit survivre dans un pays fracturé et prêt à rebasculer dans une monarchie. Et sa solution? Eh bien fabriquer un imaginaire commun. École laïque, service militaire, presse de masse, chemin de fer, rituel républicain, tout est mobilisé pour créer l'unité morale de la nation. Qu'est-ce que fait cette république-là? Elle invente l'opposition artificielle entre être français et être régional. La république, à ce moment-là, impose qu'il faut choisir, et quelque part, elle va choisir pour toi. Alors, contrairement à l'idée reçue, la Troisième République n'a pas écrasé les cultures régionales. Elle les a même célébrées. Costumes régionaux, emblèmes folklorisés, iconographie de la mosaïque nationale, le régional devient une composante de la France. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais Anne-Marie Thiès, historienne, qui est d'ailleurs citée dans la bibliographie de Georges. Enfin bref, les nations sont beaucoup plus jeunes qu'on ne le pense. Il n'y a pas de nation au sens politique avant la révolution idéologique des Lumières, engagée au XVIIIe siècle, qui confère au peuple la légitimité du pouvoir. Le reste de la vidéo, je ne m'en occupe pas. C'est de la politique, l'histoire n'y est pas mobilisée, on va pouvoir conclure. Ma volonté en faisant cette vidéo, vous l'auriez compris, est de pointer du doigt l'appropriation de l'histoire dans le domaine politique, puisque Georges, et il le dit lui-même, il est politisé. Sa vidéo instrumentalise et mobilise des arguments historiques, mais de manière un peu malhonnête et pas très rigoureuse. De plus, sa défiance envers le monde universitaire est un peu embêtante, puisque si on regarde bien, sa vidéo est l'une des plus vues les derniers mois sur sa chaîne, et dans les commentaires, il n'y a aucune remise en question de ce qui a été dit. Donc voilà, je me suis dit que cette petite mise au point peut servir, si elle est vue en tout cas. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, je vous spoil la prochaine vidéo, qui sera sur...